Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Guillaume de Foot en Vue. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au mercato de l'OM, qui pour moi est l'un des plus intéressants de cet été en Ligue 1. Hors PSG, évidemment. Mais il peut le concurrencer. En effet, je trouve que cette année, Pablito Longoria fait d'énormes efforts pour amener l'OM à ce qui devrait être depuis longtemps un vrai statut européen. Souvent humilié, l'OM, cette année, se renforce considérablement, que ce soit en termes de qualité que de quantité. Ça donne la voix au football français, qui peut s'inspirer des ambitions de Marseille avec des moyens, certes, conséquents, arrive à être attractif et attirer des joueurs de renom. La vidéo sera consacrée aussi à des pistes incompréhensibles sur lesquelles Pablo Longoria s'attelle et qui, pour moi, est assez symptomatique du football français, que je pourrais appeler le syndrome de la Ligue 1 et qui me servira de conclusion. Tout ça fera partie de cette unique vidéo. Pour commencer, il est important d'évoquer justement ces pistes qui sont excellentes. Et pour commencer, j'aimerais évoquer Renan Lodi. Renan Lodi est un taulier, en tout cas avant sa brouille avec Diego Simeone à Atlético, était un taulier Atlético Madrid. Durant 2-3 années, ce joueur a été vraiment l'un des meilleurs latéraux de la Liga, soit sur le plan offensif, c'est un vrai joueur de ballon, un mec qui s'est vraiment centré, c'est parfait pour l'OM, parce qu'ils ont acheté pour une dizaine de millions d'euros un défenseur de renom qui a fait ses preuves en Ligue des Champions, donc c'est parfait, dans le troisième meilleur club espagnol, l'Atlético, et même lorsqu'il a été envoyé en prêt à Nottingham Forest, il a quand même fait 32 matchs, et il a réussi à s'imposer et à obtenir la mission maintien avec le club. C'est fabuleux que l'OM arrive à attirer un joueur d'une telle attractivité. Faut se rappeler quand même qu'Renan Lodi, parce qu'en termes de latéraux gauche brésiliens, il n'y a pas mieux. Mais il n'y a pas mieux. Et c'est l'OM qui a réussi à le prendre. Donc moi, je suis super heureux du coup qu'a réussi Pablo Longoria. Les Marseillais peuvent s'en féliciter, peuvent en être fiers, parce que c'est incroyable le coup qu'ils ont réalisé, mais ils ont encore fait mieux. is back. Pierre-Emerick Aubameyang est de retour 10 ans après son départ de AS Saint-Etienne, après avoir terrorisé en Bundesliga du côté de Dortmund, étant l'un des plus rapides attaquants du championnat allemand, être passé du côté de Chelsea où ça a vraiment été un échec, et avoir porté le FC Barcelone qui était vraiment en crise. Aubameyang à l'OM à 34 ans, il a résilié son contrat avec Chelsea. C'est une excellente recrue pour l'OM, enfin un vrai attaquant, le grand attaquant, tellement ils en rêvaient. Aubameyang amène avec lui sa grinta, son côté offensif, ses grandes qualités offensives, sa détermination et son CV. Voilà ce qu'avait besoin de l'OM, un vrai CV européen qui permet d'avoir le sourire et se dire voilà, je pars en Europe avec des certitudes. Parce que Vitinha, c'est un flop. Il a coûté 32 millions. Il apportait pas de certitude. Là, Aubameyang, c'est un joueur expérimenté, qui est peut-être sur la fin, mais il apporte de l'expérience. Et moi, je suis vraiment heureux que l'OM ait réussi à se faire ce coup-là. Et c'est pas tout. Parce que, apparemment, eh oui, l'OM est sur Joachim Melo, le latéraux droit danois de l'Atalanta Bergame, est pisté par le club marseillais. C'est juste une référence en Europe, que ce soit sur le plan national. Il joue super bien avec la sélection, ou sur le plan de son équipe avec l'Atalanta Bergame, et Melo est l'un des meilleurs latéraux de son équipe. Et imaginez, juste imaginez une doublette Melo-Lodi sur les côtés et une défense Mbemba-Gigot en défense avec Paul Lopez comme dernier rempart. Exceptionnel. Franchement, rien que voir cette défense, j'en suis heureux. Alors que je suis supporter rennais, tu vois cette équipe, t'as envie de kiffer, t'as envie qu'il brille. C'est un super coup en défense et offensivement. Et peut-être deux coups, vraiment beaucoup défensivement, va réussir l'OM, mais en tout cas, on leur souhaite le meilleur. Ce tableau est vraiment parfait, dit comme ça. Malheureusement, il y a des choix incompréhensibles qui ont été faits selon moi. Et la première est l'officialisation pour 13 millions d'euros de Ismaïla Assar. Je suis sceptique parce qu'il a connu que des clubs intermédiaires. Quand tu joues à l'OM, tu subis une certaine pression, tu as un standing. Watford pour 35 millions a fait des bons matchs en première ligue et en championship, sauf que en championship, Sarr a fini
21e du classement des buteurs avec 10 buts. Loin, mais loin derrière le premier, Choupa Akpom. Oui, on peut bien dire que la D2 anglaise est très relevée, mais ça reste la D2 anglaise. Tu vas jouer la Ligue des Champions et t'es 14e meilleur buteur de ton championnat. C'est un peu faible, je trouve. En sachant que Watford avait sur le papier un des effectifs les plus intéressants du championnat. Il y avait Imran Louza, l'ancien Nantais, Hassan Kamara, l'ancien Rémois, donc Sarr qui était là, ou João Pedro qui vient de signer à Brighton. C'est des super joueurs. Ils ont fait une saison catastrophique. Et donc l'OM a mis 13 millions sur un joueur comme ça. Je comprends pas. Je trouve ça très peu pour l'OM en termes de qualité pour son ailier, en sachant qu'à droite, ils ont déjà Under. Même s'il faut élargir l'effectif, je trouve que c'est pas qualitatif. Peut-être quantitatif, mais pas qualitatif du tout. Donc non, je comprends pas ce choix. Ça permet pas ni aux joueurs, ni au club de progresser. Parce que pour moi, la marche est trop haute pour Ismaïla Sarr. Donc c'est vraiment un choix incompréhensible. Mais c'est pas le seul, malheureusement. Il y a Iliman Ndiaye, l'attaquant de Sheffield, qui est pisté, que vraiment, Pablo Longoria accroche à ce joueur-là, et je comprends pas. Le mec, il a connu toute sa carrière à Sheffield United en 2e division. Ça fait 3 ans qu'il joue, et il veut être recruté par l'OM pour jouer avec des champions. Enfin, c'est de la D2 anglaise, les mecs. Je comprends pas comment c'est possible. Après, voilà, tu peux te dire c'est un pro-OM, qu'il y a un mec qui a un taulier important, le club remonte en première ligue. C'est de la D2 anglaise. Tu vas peut-être affronter le Real, le Naples, l'Inter, même Manchester City. Toi, t'es là avec ton Iliman Ndiaye sorti de D2 anglaise. Alors, tout le respect pour lui, pour cet international sénégalais, mais ça reste de la D2, je le répète, c'est important de le rappeler. Parce que le niveau du championnat dans lequel tu es est représentatif de ton niveau à l'heure actuelle. Donc non, pour moi, c'est une grosse erreur. Et c'est une erreur plus que révélatrice du choix marseillais. Parce que Sarr ou Ndiaye, voilà, le club ne progresse pas. Pour l'instant, ces deux pistes, une officielle, l'autre pas encore, est un échec pour la deuxième partie du mercato marseillais. Et voilà, on peut rien en faire. Ça avance pas le club et ça fait pas passer de palier. Seulement, je pense que ces incompréhensions sont un peu révélatrices du football français. Et ça, ce sera ma conclusion. Le football français est touché par un plafond de verre où les clubs, en tout cas les clubs de haut de tableau, ont une philosophie de jeu qui à un moment ont des limites et n'arrivent pas à s'améliorer. Je m'explique. Je prends l'exemple du Stade Rennais. Acheter que des joueurs français. Enzo Lefebvre, Blas, Gauthier Gallon. Très bien. Tu vas jouer contre Clermont, tu vas jouer contre Lille. Ça va marcher. Mais contre Maccabi Tel Aviv, contre Slavia Prague, contre Celtic Glasgow, qu'est-ce que tu vas en faire de cette expérience européenne? Voilà. Dans ma vidéo contre Enzo Lefebvre, j'avais dit, Teddy Thomas ou Ben Camara. C'est ça l'expérience. C'est des mecs qui ont joué l'Europa League, la Conference League, voire même la Ligue des Champions. Avec tes moyens, d'accord. Mais qu'est-ce que tu vas faire d'un Enzo Lefebvre face à des blocs bas? Face à des mecs, des équipes tchèques, roumaines, pas variantes ou avec des effectifs faibles. Et voilà, elles vont se battre jusqu'au bout, elles vont défendre et attendre la contre-attaque. On a bien vu en Europa League contre l'AEK Larnaca. C'est un effectif faible, mais on avait fait match nul contre eux à domicile parce qu'on n'avait pas cette expérience européenne. Ou même Shakhtar Donetsk, Januel Belossan avec son compte son corps. Est-ce qu'un joueur à expérience européenne aurait fait cette erreur? Non, je pense pas. Donc, il faut de l'expérience. Et moi, ça me fait enrager de voir que on n'y arrive pas. Genre, on passe pas cette étape-là et on reste avec notre philosophie de joueur français et pas de joueur étranger pour apporter une autre vision du football, un vent de fraîcheur, comme a pu le faire Lovro Mayer à ses débuts, Souleymana, ou même Pierre Kerméline. C'est des mecs, voilà. Ils apportent quelque chose. Mais non, nous, on se contente sur notre ligue. Encore là, ça va pour le Stade Rennais. Moi, je suis exigeant, mais je me contente. Parce qu'on regarde la stratégie data de Lens et Toulouse. Et je m'arracherai les cheveux. La fameuse stratégie du on veut des joueurs venant de championnat mineur pour les faire exploser dans la ligne. Mais Lens, ils vont se faire exploser. Ils ont perdu Openda, Fofana et peut-être Danso qui va partir à Naples. Ils remplacent par qui? Andy Diouf, championnat suisse. Oscar Cortés, championnat colombien. Et Morgan Guilavogui, Paris FC. Mais enfin, il y a de la Ligue 2, championnat suisse et championnat colombien. Mais qu'est-ce que tu veux faire en Ligue des Champions avec des joueurs de ce niveau-là? Même s'ils explosent. Il faut des joueurs d'expérience, c'est pas des cracks mondiaux comme le Real Madrid qu'ils ont.